Aujourd'hui, l'art de presque savoir, presque un mot savant, l'art de la perspective. Aujourd'hui, Pastelou est à l'atelier. Que fais-tu donc, Pastelou? J'essaie de donner de la perspective à mon dessin. De la perspective ou de la profondeur? Ah non, Pastelou, ça n'est pas la même chose. Tu peux très bien donner une impression de profondeur sans utiliser la perspective. Comme dirait Monsieur Pasteur, c'est comme la blatte et le cafard. Le cafard est une blatte, mais la blatte n'est pas un cafard. Je vois que tu restes perplexe. Il y a en effet en art plusieurs façons de donner l'impression de profondeur à un tableau. En plantant les arbres ici, en diminuant leur taille, nous allons donner une impression de profondeur. C'est ce qu'on va appeler la profondeur hiérarchique. Ça fonctionne aussi sur les pompes à essence du peintre Hopper, peintre américain, qui en faisant décroître la taille de ses pompes à essence, donne ici une impression de profondeur. On peut utiliser la perspective dite atmosphérique ou encore aérienne. Plus on regarde dans les lointains, plus les choses ont tendance à devenir floues et à devenir bleues. C'est ce qu'on appelle l'effet Tyndall, la diffusion de la lumière par les aérosols atmosphériques. Elle va atténuer les contours, mais aussi donner une dimension bleuâtre aux couleurs. C'est la ligne bleue des Vosges. Les peintres du Nord vont l'utiliser assez rapidement dans leurs tableaux pour donner cette profondeur au paysage. Ici, Hans Memling, dès le XVe siècle. Léonard de Vinci l'utilise aussi pour l'arrière-plan de la Sainte-Anne du musée du Louvre pour donner cette profondeur au paysage. Ensuite, il y a aussi le contraste thermique dont nous avons déjà parlé dans la bataille des couleurs que vous pouvez retrouver en haut de l'écran. L'opposition des couleurs chaudes et des couleurs froides qui vont créer, elles aussi, par un effet visuel, l'éloignement des plans froids et le rapprochement des plans chauds. Et le truc avec les lignes droites qui déraillent, je vois, Pastelou, que tu veux parler de la perspective linéaire, dite mathématique ou albertienne, celle de notre définition sur l'ardoise. Celle-ci va naître de l'observation du réel. Quand on regarde deux lignes parallèles au lointain, ici une route ou alors une ligne de chemin de fer, on a l'impression que les lignes parallèles finissent par se toucher. De cette observation du réel va naître ce qu'on va appeler la perspective linéaire ou mathématique ou albertienne. En histoire de l'art, quand on utilise le mot perspective, il désigne cette construction mathématique qui a été inventée en Italie à la Renaissance. Le terme lui-même est inventé en 1425 par Brunelleschi, qui souhaite trouver une méthode permettant de représenter un bâtiment en respectant les proportions telles qu'il les voit dans la réalité, sans déformation. Et nous sommes dans l'Italie de la ville de Florence. La ville de Florence au XVe siècle est un lieu d'émulation bouillonnante. D'abord, soutenu par un milieu politique en la personne de Côme l'Ancien de Médicis, qui veut montrer une rupture avec les autres cours italiennes investies dans le gothique international. Il veut un art plus rigoureux et peut-être moins maniéré. Un milieu intellectuel autour des humanistes qui redécouvrent les textes de l'Antiquité et d'anciennes pratiques artistiques mises de côté au Moyen Âge. Et enfin, un groupe d'artistes qui veulent faire évoluer l'espace de leurs tableaux. On pourrait parler de bien d'autres choses dans la Florence du XVe siècle, du développement des arts, du développement de la littérature, des sciences, de la botanique, dans ce qui va être le berceau de la formation d'un artiste comme Léonard de Vinci. Entre 1420 le concept d'espace perspectif va naître dans les arts grâce à des artistes comme Uccello, Giotto ou Brunelleschi. Giotto est l'un des précurseurs de cette perspective linéaire. Allons au musée du Louvre voir le Saint-François de Giotto et sa construction presque perspective. Si le Saint-François est encore trop grand pour l'architecture qui l'entoure, si le fond doré fait encore penser aux peintures du Moyen Âge, il y a tout de même une grande nouveauté. Dans ce tableau, il faut descendre jusque la prédelle pour la découvrir. À la base du tableau, la prédelle, composée de petits tableaux narratifs racontant les moments clés de l'histoire de Saint François. La scène centrale,
où l'on voit Saint François en présence du pape, s'inscrit dans une architecture avec une construction qui rappelle la perspective linéaire. En effet, les lignes du plafond sont obliques et se rejoignent sur un point. Elle n'est encore que partielle, mais l'idée y est. Avec Duccio, Giotto peut être vu comme l'un des fondateurs de la vision perspective moderne qui unifie l'espace. Dans le nord, il faudra attendre le peintre Petrus Christus. 30 ans séparent Giotto de cette fresque de Masaccio, la Trinité. On y voit la crucifixion, s'inscrivant dans une architecture antique, et de la même façon, les caissons de la voûte en berceau sont construits sur le même schéma que celui que nous avions tout à l'heure avec l'architecture de Giotto. Les Italiens du XVe siècle, pour parler de perspective, vont utiliser le mot commensurazione, qui vient du latin con mensura, misura, c'est-à-dire ce que l'on peut mesurer. La perspective est ce que l'on peut mesurer, c'est un espace du tableau qui est mesuré et mesurable. La perspective, c'est un monde mesurable fait pour être vu par l'homme, un monde cartésien où Dieu se serait absenté. Le monde est conçu pour l'œil du spectateur et le monde devient commensurable à l'homme. La victoire de l'humanisme et de l'homme, alors qu'il mesure le monde de plein de façons différentes, par la cartographie, par l'horlogerie, s'oppose au monde incommensurable de Dieu. La perspective marque la victoire de l'humanisme sur le monde plus ancien, avec une nouvelle vision du monde, un monde qui est commensurable, mesurable. Alberti va écrire un traité, le De Pictura, où il va mettre en place les règles de la perspective, d'où cette date de naissance autour de 1435. Ce traité sera lu par des générations d'artistes, y compris un certain Léonard de Vinci, qui cherchera à le commenter. Léonard de Vinci, avare de compliments pour ses contemporains, avec quelques mots gentils pour Alberti. Je vois, Pastello, qu'encore une fois, tu es dubitatif. Eh oui, tu as visité la grotte de Lascaux et on t'a parlé de perspective, notamment par ses effets de représentation autour des bisons adossés. Tout cela est une question de vocabulaire. Les mots sont importants, les mots veulent dire quelque chose. Le mot perspective est inventé en 1435. On ne peut donc pas l'utiliser à la préhistoire. D'ailleurs, tu te souviens de la blatte et du cafard. La perspective va s'améliorer, se préciser, évoluer tout au long des siècles jusqu'au XVIIe siècle. Allons au musée du Louvre pour voir l'un de ses chefs-d'œuvre. Il s'agit des Noces de Cana par Véronèse, très grand tableau qui prend pour cadre une architecture, bien évidemment construite en perspective. Si nous suivons les lignes de l'architecture, elle va nous indiquer un point de fuite central. Cette perspective va mettre en espace le tableau, créer de la profondeur, mais aussi nous aider à le lire, puisqu'on va pouvoir découvrir près de ce point de fuite Jésus, qui est un peu noyé au milieu de cette fête typiquement vénitienne. Mais si nous suivons les lignes du sol et la table du festin, nous trouvons un deuxième point de fuite. Et oui, le point de fuite n'est pas forcément unitaire, pas forcément sur la ligne d'horizon. Il permet techniquement ici à donner aussi bien de l'ouverture au ciel que de la place pour que le festin puisse se dérouler. Si on avait eu un point de vue unique, il aurait fallu sacrifier l'espace du ciel ou l'espace du sol. Deux points de vue qui s'alignent sur une ligne, et cette ligne va prendre du sens. Au sol, nous allons trouver des chiens, symbole du monde terrestre. Ils sont en plus attachés. Un peu plus haut, nous avons Jésus. Et juste au-dessous, les bourreaux, ou plutôt les bouchers, qui sont ici en train de découper la viande. Mais tout ça prend du sens et nous donne d'avoir le destin de Jésus. Donc une perspective symbolique. C'est ce que dira Erwin Panofsky en 1927. L'historien refuse de réduire la perspective à un simple problème technique ou mathématique. Il appuie sa démonstration sur ce tableau de Lorenzetti, un Siennois, dont il pense à l'époque qu'elle est la première véritable perspective. La Vierge à droite, l'archange à gauche, une colonne au centre qui disparaît au milieu du tableau. La colonne est un symbole du Christ et l'Annonciation, l'un des plus grands mystères de la chrétienté, puisqu'il s'agit de l'incarnation du Verbe qui s'est fait chair. Lorenzetti utiliserait ici la perspective pour montrer symboliquement le moment de l'incarnation par la disparition, plutôt l'apparition de la colonne. Résumons donc la perspective linéaire, celle mathématique qui conduit au point de fuite. Il y a d'autres perspectives, comme la perspective cavalière ou axiométrique, qu'on va utiliser notamment dans la création des plans. Mais on a aussi une perspective inversée, c'est-à-dire que le point de fuite, au lieu d'aller dans le fond du tableau, va venir vers le spectateur. Bref, il y a plein de types de perspectives, mais en art, quand on parle de perspective, généralement, on sous-entend la perspective linéaire.
Voici deux exemples de perspectives inversées. À gauche, une icône byzantine. Si vous observez l'architecture, vous aurez l'impression qu'elle vient vers le spectateur. À droite, un tableau moderne de Toulouse-Lautrec. De la même façon, il va construire sa perspective pour avancer le point de fuite sur le bord inférieur du cadre. Le tableau semble basculer vers l'avant. Aussitôt maîtrisé, les artistes n'auront de cesse que de la déconstruire, voire même de la détruire. C'est déjà le cas de Léonard de Vinci à la fin du XVe siècle, lorsqu'il crée la scène qui est aujourd'hui à Milan. Le Christ, les disciples, dans un espace construit en perspective. Il construit bien un espace perspectif qui s'appuie sur l'architecture, les caissons du plafond et qui conduit votre regard vers le visage du Christ qui est au centre de l'œuvre. Derrière lui, on peut même voir une perspective atmosphérique. Mais en fait, la table, les disciples et Jésus sont extraits de cet espace mathématique perspectif et sont poussés vers l'avant. Donc ils ne sont pas compris dans cette perspective en quelque sorte, comme si Vinci retirait Jésus du monde commensurable. Bien sûr, Jésus, incarnation de Dieu sur terre, est incommensurable. Peut-être une lecture symbolique de l'œuvre. La destruction de l'espace perspective sera l'œuvre de Cézanne à la fin du XIXe siècle. Il conserve ici les lignes parallèles de la table. Résultat, toute cette nature morte va vous tomber sur les genoux. Et donc l'œuvre n'est pas réaliste, puisque les pommes, au lieu d'être les unes derrière les autres, sont les unes au-dessus des autres. On va avoir un espace beaucoup plus vertical. Bien sûr que c'est difficile. Et puis on ne peut pas dire que les mathématiques soient le truc de nos élèves en ce moment. C'est vrai que c'est difficile, et ça peut encore plus l'être, tout en devenant plus rigolo. Ici, à droite, une crucifixion. On n'y voit pas grand-chose parce qu'en fait, il y a un truc. Il faut poser un cylindre pour voir l'image se reconstituer dans le reflet du cylindre. On appelle ça une anamorphose. C'est un exercice de perspective particulière. Allons voir une anamorphose célèbre à la National Gallery de Londres, les ambassadeurs. Ce tableau est très connu. Et au premier plan, on y voit quelque chose de bizarre, qui est souvent identifié comme étant un os de sèche. Il s'agit en fait d'une anamorphose, une déformation que l'on va voir en regardant sur le côté du tableau, sur la tranche du tableau. Si le tableau est sur un mur, vous sortez de cette pièce et juste avant de sortir, vous tournez la tête et là, vous découvrez le crâne. Le tableau, portrait de deux ambassadeurs, devient surtout une vanité. Il va falloir vous promener dans les grands musées avec des cuillères. En voilà une autre pastelou. Est-ce que tu arrives à voir ce qui est représenté? On a une impression de paysage. Sur la droite, des chevaux, un bateau, des petits personnages, dont un chameau. Il suffit d'écraser l'image, juste en rapprochant les poignets, c'est-à-dire un geste totalement mécanique et informatique. Je compresse l'image et voici qu'apparaissent les trois visages des grands puissants de l'Europe de l'époque, Charles Quint, Ferdinand Ier, le pape Clément VII et François Ier. Mais Pastelou, tu ne dois pas ignorer les lois de la perspective. C'est une mise en garde que fait Hogarth, artiste anglais, avec cette image. Quiconque fait un dessin sans connaissance de la perspective sera responsable des absurdités telles que celles qui se montrent dans ce frontispice. Il y a en effet 25 erreurs de perspective dans cette gravure qui rend l'image totalement incohérente. Eh bien, je vous laisse vous amuser à les chercher. Il y en a 25. Et oui, la perspective, c'est magique. De trait, tu crées de la profondeur. Et je vois, Pastelou, que tu n'as pas perdu le sens de l'humour. En effet, tu peux regarder les choses sous un autre angle. Mais là, c'est plutôt tes espoirs qui fuient en perspective. C'était l'art de presque savoir, aujourd'hui presque un mot savant. Et pour tout savoir, ou presque de la perspective, retrouvez Art et Savoir. Toutes nos prestations en description de la chaîne. Et bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver nos autres vidéos. À très vite!